bonjour à toutes et à tous. Publié à titre posthume en 1964 par sa compagne Josie Fanon, Pour la Révolution africaine rassemble les textes politiques, discours, lettres, chroniques et interventions que Frantz Fanon a produits entre 1952 et 1961. Ce recueil éclaire une facette capitale du psychiatre martiniquais, souvent éclipsée par la renommée de Les damnés de la terre, celle du militant engagé, du stratège révolutionnaire, de l'intellectuel profondément enraciné dans les luttes concrètes de décolonisation, notamment à travers son implication dans la guerre d'Algérie. Fanon y dévoile non seulement une pensée politique en mouvement, mais aussi une lucidité clinique sur les contradictions internes des États postcoloniaux naissants, sur les dangers de la récupération nationaliste et sur les mécanismes insidieux de la domination néocoloniale. Pour la Révolution africaine est ainsi bien plus qu'un simple document d'époque. C'est une cartographie idéologique de la libération à l'échelle du continent africain, un appel vibrant à une souveraineté authentique, déliée de la tutelle impérialiste. L'œuvre constitue le prolongement organique des thèses de Peau noire, Masque blanc et des damnés de la terre, tout en révélant un Fanon acteur de l'histoire, porte-voix des sans-voix, bâtisseur d'un horizon africain décolonisé. L'un des traits les plus marquants de Pour la Révolution africaine est la manière dont Fanon articule théorie politique et action concrète. Contrairement à un penseur académique détaché, Fanon parle depuis le front. Il est médecin-chef à Blida, membre actif du FLN, diplomate clandestin, voix de l'Afrique insurgée à l'ONU. Ses textes sont ancrés dans les réalités brûlantes, la torture, le racisme structurel, l'embrigadement des élites, la trahison des indépendances confisquées. Dans ses lettres à Ali Lapointe ou ses rapports adressés au FLN, Fanon adopte une écriture offensive, tranchante, qui appelle à la radicalité, sans jamais sombrer dans l'idéologie creuse. Il est, dans cette œuvre, un intellectuel organique, selon la terminologie de Gramsci. Il pense depuis la lutte, dans la lutte, pour la lutte. Sa vision du nationalisme, par exemple, n'est jamais idéalisée. Il le soutient s'il est moteur d'émancipation populaire, mais le dénonce lorsqu'il se réduit à une confiscation du pouvoir par une élite bureaucratique. Fanon ne se satisfait pas de la fin formelle de la colonisation. Il voit très tôt que l'indépendance dans de nombreux pays africains ne signifie pas la fin de la domination, mais simplement sa transformation. L'exploitation économique se poursuit, les mentalités restent aliénées, les structures de pouvoir colonial sont recyclées. Dans son article « Le racisme et la culture », il montre comment le racisme n'est pas une survivance du passé, mais une logique intégrée dans l'économie monde capitaliste. La culture coloniale ne disparaît pas avec le départ des colons. Elle hante les élites, contamine les institutions et produit une négritude folklorique plus qu'une authenticité libératrice. Fanon alerte aussi sur le danger des partis uniques, de l'armée comme pilier du pouvoir, de la confiscation du langage révolutionnaire par ceux qui ne veulent qu'accéder aux privilèges des anciens maîtres. Il affirme la nécessité de réinventer la souveraineté à travers un projet panafricain, populaire, inclusif, en rupture totale avec l'Occident dominateur. Dans Pour la Révolution africaine, Frantz Fanon opère une critique frontale et prémonitoire du néocolonialisme. Ce terme, qu'il n'emploie pas toujours directement, mais qu'il incarne dans l'ensemble de son analyse, désigne la perpétuation des logiques de domination coloniale sous des formes plus diffuses, plus insidieuses, mais non moins efficaces. Pour Fanon, l'indépendance politique proclamée par les jeunes États africains n'a pas, à elle seule, aboli l'architecture de l'oppression. Elle a souvent servi de paravent à une reconversion du pouvoir impérial. Fanon voit dans les relations économiques, diplomatiques et culturelles entre les anciennes métropoles et leurs anciennes colonies une continuité perverse.
Les élites locales, souvent formées dans les institutions occidentales, reproduisent les structures coloniales au lieu de les déconstruire. Le pouvoir change de main, mais non de nature. La classe dirigeante postcoloniale, loin d'incarner une rupture, devient le relais local des intérêts étrangers. Elle ne gouverne pas au nom du peuple, mais au nom d'un capitalisme mondialisé qui conserve ses anciens réflexes de prédation. Ce diagnostic se révèle dans les textes où Fanon dénonce l'illusion des indépendances formelles. Les drapeaux et les hymnes ont changé, mais les banques, les multinationales, les accords militaires et les systèmes juridiques sont restés les mêmes. Il n'y a pas eu révolution, mais transition apparente. Il écrit, avec une lucidité tragique, que le colonisé devient colonisateur de son propre peuple. L'élite nationale se transforme en bourgeoisie compradore, c'est-à-dire en une classe parasitaire soumise aux dictats extérieurs, utilisant la rhétorique nationaliste pour mieux asseoir sa légitimité et préserver ses privilèges. Un exemple marquant se trouve dans sa critique du rôle de la bourgeoisie nationale, qu'il considère comme la grande trahison des espoirs révolutionnaires. Cette classe, selon lui, n'a ni projet industriel, ni ambition de transformation sociale. Elle cherche simplement à succéder aux colons dans l'administration du pays, en imitant ses méthodes et son mépris du peuple. Elle ne crée pas, elle consomme. Elle ne construit pas une nation, elle réplique un État. Elle détourne le pouvoir à son profit, instaurant un népotisme maquillé en souveraineté. Fanon anticipe ici la réalité de nombreux régimes post-coloniaux d'Afrique et du monde arabe, pris entre autoritarisme intérieur et dépendance extérieure. Le pouvoir, libéré de la tutelle coloniale directe, s'exerce désormais dans une zone grise où la violence symbolique, économique et parfois physique continue de broyer les populations. Il parle ainsi d'une indépendance sans contenu, d'une façade qui dissimule un vide politique et un maintien de la subalternité. Mais la force de Fanon ne réside pas seulement dans la dénonciation. Il propose également une alternative, la nécessité de construire une véritable souveraineté populaire, fondée sur la mobilisation des masses, l'éducation politique, l'autonomie économique et l'invention d'institutions nouvelles, adaptées aux réalités africaines. Il refuse que la liberté soit réduite à un événement juridique. Elle doit être un processus total, un arrachement global à toutes les formes de domination, matérielle, psychique, culturelle. En cela, Fanon n'est pas un simple analyste, il est un stratège de l'émancipation. Il comprend que la lutte contre le néocolonialisme exige une vigilance de tous les instants, une lucidité radicale sur les pièges de la dépendance, mais aussi une foi inébranlable dans la capacité des peuples à inventer leur propre chemin de dignité. Aujourd'hui encore, cette critique du néocolonialisme résonne puissamment dans un monde globalisé où les États africains sont pris entre le chantage économique des institutions financières internationales, la pression des multinationales et les rivalités géopolitiques des grandes puissances. Pour la révolution africaine, nous invite à ne pas confondre l'apparence de la souveraineté avec sa réalité. À ne pas accepter comme inéluctable ce que Fanon appelait la permanence masquée de l'occupation. L'une des contributions les plus fondamentales de ce recueil réside dans l'appel constant à l'unité africaine. Fanon refuse la fragmentation des luttes. Il veut penser l'émancipation comme un projet continental, à même de s'arracher aux logiques tribales, ethniques ou nationalistes étroites. Dans ses missions diplomatiques pour le FLN en Afrique subsaharienne, il milite pour une solidarité concrète entre mouvements révolutionnaires, une coopération des jeunesses, une unification stratégique face à l'impérialisme. Pour Fanon, la révolution africaine ne peut être simplement nationale. Elle doit être transnationale et transformatrice. C'est cette vision qu'il transmet dans les conférences de presse à Accra ou dans ses échanges avec les leaders des mouvements indépendantistes africains.
Il ne s'agit pas seulement de prendre le pouvoir, mais de changer l'idée même de pouvoir. D'écrire une nouvelle grammaire politique, enracinée dans les réalités africaines, mais ouverte à l'universel. Pour la Révolution africaine est un recueil vital, au croisement de l'engagement intellectuel, du témoignage historique et de la stratégie révolutionnaire. Il révèle un Fanon complet. Ni seulement psychanalyste, ni simplement militant, mais penseur en action, analyste du présent et architecte d'un futur radicalement autre. Ce texte conserve une actualité fulgurante. Il éclaire les crises postcoloniales, les dérives autoritaires, les manipulations néocoloniales actuelles. Il donne des outils critiques pour penser les formes contemporaines de domination économique, culturelle et symbolique. Et surtout, il rappelle une vérité essentielle, que toute révolution authentique commence par la désaliénation de soi-même et de son peuple. Relire Pour la Révolution africaine, c'est donc choisir de ne pas renoncer. C'est refuser la résignation. C'est adopter une vision tournée vers l'avenir, un avenir arraché au silence, bâti dans la douleur, mais toujours à portée de volonté collective. Si vous êtes passionné par les grandes idées, les luttes de libération, les textes qui éclairent notre présent à travers le prisme de l'histoire, alors cette chaîne est faite pour vous. Ici, on explore les penseurs qui bousculent, les ouvrages qui transforment et les voix qui refusent de se taire. Un abonnement, c'est un geste simple, mais un vrai soutien pour continuer à produire du contenu exigeant, engagé et accessible. Activez la cloche pour ne rien manquer des prochaines analyses. Fanon, Césaire, Beauvoir, Camus, Daoud. Si ces noms vous parlent, restez avec nous. Bienvenue dans une communauté qui pense, qui questionne et qui avance.